Je donne tout de suite la parole à Clémence Thébault pour continuer, on discutera après. Voilà. Donc, rebonjour à tous. Je me réjouis d'intervenir après une si longue succession d'interventions, d'échanges très riches tout au long de la journée. Donc Jean-Baptiste a souligné la nécessité, l'importance de faire participer les patients, les personnes âgées aux discussions sur notamment le phénomène démographique du vieillissement que nous avons bien discuté au début de cette table ronde. Et pour ma part, je vais vous présenter la façon dont les économistes, eux, peuvent contribuer à ces discussions sur la valeur sociale de la longévité. Alors, donc il y a un certain nombre de contextes dans lesquels la question de la valeur sociale de la longévité est aujourd'hui posée. D'abord, vous le savez, on voit régulièrement arriver sur le marché des traitements innovants qui permettent de gagner quelques mois de survie supplémentaires, parfois quelques années, et pour lesquels les laboratoires revendiquent des prix élevés. Et ces innovations thérapeutiques nous interpellent sur le montant maximum que la collectivité est prête à payer pour offrir à tous un équitable accès à ces traitements et donc à ces bénéfices de santé. On voit des traitements de cette nature-là, avec des coûts élevés et des gains substantiels, à la fois dans le monde du médicament, en cancérologie, mais pas seulement, dans le monde des dispositifs. Ces questions, on se les pose également dans des contextes de santé publique, quand on décide de mettre en place un programme de dépistage d'un cancer organisé, eh bien, on décide d'allouer une somme conséquente pour proposer eh bien, de dépister précocement des tumeurs pour permettre derrière ça, au bout d'un certain nombre d'années, un gain de survie. Eh bien, ça implique là aussi de consacrer des ressources collectives pour financer tous ces dépistages. Dans un autre contexte assez différent, on est amené à s'interroger sur la valeur sociale de la longévité finalement à travers la fixation de l'ONDAM. Lorsqu'on décide annuellement, par le biais de nos députés, quel est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, eh bien, finalement, on se positionne, en tout cas, nos députés se positionnent sur la valeur de la santé par rapport à d'autres biens sociaux, ou en tout cas par rapport à d'autres biens privés que l'on peut consommer. Il est vrai que les discussions présentent assez peu cette décision comme le reflet de la valeur qu'on accorde à la longévité. On le présente davantage comme étant le reflet des objectifs de performance qu'on impose aux offreurs de soins, hôpital, ville, mais aussi médicaments. Mais derrière, on pourrait discuter plus longuement des conséquences de ces objectifs de performance en termes de santé publique. Enfin, on a discuté ce matin des discussions nombreuses aujourd'hui sur la couverture d'un 5e risque par par la sécurité sociale. On se demande aujourd'hui dans quelle mesure est-ce qu'on souhaite financer collectivement l'ensemble des interventions à destination des personnes âgées dépendantes. Et cela nous amène aussi à nous positionner sur la part du budget qu'on est prêt à consacrer pour permettre à tous de vivre longtemps et de façon la plus autonome et la plus digne possible. Alors c'est vrai qu'en France, dans tous ces contextes, finalement, cette question de la valeur sociale de la longévité, elle n'est pas explicitement posée et elle apparaît plutôt comme un implicite. Les décisions, elles sont davantage prises au terme d'un processus politique, notamment au terme d'une négociation entre les différentes parties prenantes. Donc la première contribution des économistes, c'est d'abord de souligner l'intérêt qu'il y a à expliciter les valeurs sociales de la longévité, de façon à s'assurer que les décisions politiques qui sont prises sont bien adéquates par rapport aux préférences collectives. La deuxième contribution des économistes, ce sera d'apporter des outils pour mesurer ces valeurs sociales de la longévité. Alors, a priori, comment peut-on mesurer la valeur sociale de la longévité? Vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est une question difficile parce que la valeur de la longévité, elle est a priori infinie. Il est un petit peu tard dans l'année, on est en février, on aurait été en janvier, j'aurais pu vous transmettre tous mes meilleurs vœux et vous m'auriez répondu, et surtout la santé. Cette simple phrase, elle traduit le fait que la santé est considérée comme un besoin prioritaire, voire un absolu. C'est la seule chose, la principale chose qui compte. De la même façon, je vais m'autoriser un petit écart philosophique et rappeler que, en tout cas pour Heidegger, ce qui distingue l'homme des autres êtres, des autres étangs, en tant que Dasein, c'est qu'il mène une lutte sans cesse contre la mort.
L'homme est un Dasein qui lutte contre la mort. Donc ce désir de survie, il est intrinsèquement infini, en tout cas dans la condition humaine. Pour autant, nos choix, à la fois individuels et collectifs, révèlent que cette valeur de la longévité n'est pas infinie. Pourquoi ? Parce que nous faisons prévaloir un certain nombre d'objectifs par moment au-dessus de ce désir de survie, et on va en recenser un certain nombre. D'abord, ce désir de survie peut être bordé par la recherche d'une bonne qualité de vie. On a tous été amenés, dans certaines situations, à accepter une intervention chirurgicale ou à prendre un traitement qui était associé à des événements indésirables, mais qui nous permet d'éviter une douleur physique ou une douleur psychique, ou bien de conserver, d'améliorer ou de restaurer des capacités fonctionnelles. Et donc ces arbitrages-là montrent bien qu'on a par moment fait prévaloir l'objectif de qualité de vie sur l'objectif de survie. De la même façon, on fait prévaloir aussi quotidiennement la satisfaction de certains plaisirs sur ce désir de survie, à la fois dans l'alimentation, dans les modes de vie, dans les modes de transport. Je peux faire prévaloir le confort sur la sécurité. Et là encore, c'est l'illustration que mon désir de survie n'est pas infini puisqu'il est borné par d'autres objectifs et d'autres plaisirs. De manière générale même, je ne consacre pas l'intégralité de mon budget et collectivement, on ne consacre pas l'intégralité de notre PIB à notre système de santé. C'est bien la preuve qu'on a d'autres biens pour lesquels on accorde également de l'importance. Enfin, il y a certains objectifs qui sont également poursuivis et qui peuvent venir borner notre désir de survie. Le fait de vivre le plus librement possible est un objectif qui peut par moments justifier de prendre des risques pour sa vie. Rawls, à un niveau collectif, a bien montré qu'il pouvait être légitime de faire prévaloir l'objectif de liberté sur l'objectif de bien-être à un niveau collectif. Et je m'autoriserai un dernier écart en philosophie pour souligner que la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel nous montre bien qu'on est parfois prêt à mourir pour vivre libre. Enfin, l'objectif d'équité peut aussi prévaloir sur la recherche de survie. On peut renoncer, et collectivement, on renonce à maximiser la santé de certains individus pour pouvoir garantir à tous un accès équitable aux soins ou à des conditions de vie satisfaisantes. Et enfin, on peut borner le désir de survie au nom d'un respect des droits fondamentaux. Certains pays, comme la France, envisagent, même si les discussions évoluent à ce sujet, mais de renoncer à certains traitements, certaines biotechnologies, au nom d'un respect du droit des personnes. Je pense en partie aux discussions actuelles sur les bébés médicaments, par exemple, dans lequel on a vraiment effectivement cet arbitrage qui est posé entre la survie de certains et le respect des droits des autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les économistes, ils contribuent aux discussions sur la valeur sociale de la longévité en regardant et en étudiant ces choix, justement, que je viens de vous lister. Il y a plusieurs outils que l'économiste va utiliser pour mesurer la valeur de la longévité. Et donc, par exemple, on va utiliser les QALY, que certains d'entre vous connaissent bien, dont je vais parler un petit peu plus précisément, mais les QALY consistent justement à mesurer la valeur de la longévité par rapport à l'objectif de qualité de vie, et on va s'appuyer sur les arbitrages que font les individus entre survie et qualité de vie. Un autre outil qu'on utilise en économie pour mesurer la valeur sociale de la longévité, ce sont les dispositions à payer, et à travers cet outil-là, on détermine la valeur de la longévité à partir des choix qu'effectuent les individus entre survie, ou augmentation de leur espérance de vie, et consommation d'autres biens qui leur apportent des plaisirs. Enfin, je n'aurai pas le temps de revenir précisément sur tout un tas d'autres outils qui sont utilisés de façon encore un peu marginale en évaluation économique, notamment l'approche par les capacités et le revenu équivalent santé, mais qui là cherche à éclairer aussi l'arbitrage entre survie, qualité de vie et liberté ou équité. Alors, quelques éléments sur les QALY, les Quality Adjusted Life Years. Donc, c'est un des principaux outils que nous utilisons en évaluation économique, notamment pour documenter cette question de la valeur sociale de la longévité. Donc le QALY, c'est un outil qui sert à évaluer les bénéfices en santé, qu'apporte une technologie de santé par rapport à une autre. Et en fait, plus précisément, un QALY, ça permet de classer les longévités entre elles, en fonction de leur durée, donc vivre plus ou moins longtemps, et en fonction de la qualité de vie, de l'état de santé dans lequel on passe cette longévité.
Et en fait, l'économiste va classer ces longévités en s'appuyant justement sur les arbitrages entre survie et qualité de vie que font les individus que l'on interroge en population générale. Donc il y a deux remarques qu'il faut peut-être préciser sur ces qualis. Le premier, c'est de préciser que on reproche souvent aux qualis d'être agéistes, c'est-à-dire de privilégier les populations les plus jeunes. Pour comprendre pourquoi les qualis sont agéistes, il faut prendre un petit peu de temps. Alors, le principe des qualis, quand on utilise les qualis, on considère que un quali égale un quali. Gagner 1 an supplémentaire à la même valeur, quelle que soit la situation. Donc formellement, les qualis ne sont pas agéistes. Quand on utilise les qualis, gagner 1 an de survie supplémentaire, qu'on ait 80 ou 20 ans, ça a la même valeur. En revanche, les qualis vont être agéistes quand on est dans une situation où on a une technologie qui permet de sauver la vie d'un individu, donc de restaurer complètement son espérance de vie. Et dans ces cas-là, si on restaure complètement l'espérance de vie d'un individu qui avait une maladie et qui ne l'a plus, et que c'est une population jeune, effectivement, on va lui permettre de gagner plus de qualis que si on sauve la vie d'une personne âgée, qu'on supprime la maladie, parce que par nature, son espérance de vie est plus limitée. C'est une situation qui est finalement assez rare dans le cadre de l'évaluation des technologies de santé, parce qu'en général, on est amené à évaluer des traitements dans le cadre de situations de fin de vie, ou en tout cas dans des contextes pathologiques dans lesquels on gagne à chaque fois des gains incrémentaux, c'est-à-dire 1 an de plus, 2 ans de plus. C'est rare en fait qu'on supprime complètement une maladie. Mais par contre, ça a été quand même posé dans le cadre de l'hépatite C, où là, effectivement, le quali était agéiste au sens où ça valorisait le fait que l'hépatite C était une maladie qui touchait des personnes jeunes et que du coup, en supprimant la charge virale, eh bien, on leur permettait de gagner beaucoup de qualis. L'autre élément qui fait que les qualis sont agéistes, c'est comme on l'a dit, les qualis prennent en compte la dimension quantité de vie, mais la dimension qualité de vie. Et donc, effectivement, on souligne souvent que la qualité de vie des personnes les plus jeunes est meilleure que la qualité de vie des personnes les plus âgées. Donc même si on supprime la maladie, effectivement, la personne âgée a continué d'avoir un certain nombre d'autres morbidités ou avoir des limitations fonctionnelles liées à son avancée en âge, et que du coup, eh bien, les qualis vont être favorables aux populations les plus jeunes qui, si on supprime la maladie, vont retrouver une qualité de vie meilleure. Encore une fois, dans la vraie vie de l'évaluation économique, c'est rare qu'on ait un traitement qui permette de restaurer d'un coup l'intégralité de la qualité de vie des personnes, y compris les plus jeunes, malheureusement. Donc, vous comprenez que les qualis sont agéistes, mais ça n'est pas l'objectif initial des qualis que d'être agéiste, c'est une conséquence. Le deuxième élément qu'il faut préciser au sujet des qualis, c'est une limite, c'est que les qualis permettent, comme je l'ai dit, de classer les longévités entre elles du point de vue de leur désirabilité. On va pouvoir dire, ben voilà, avec ce traitement, j'obtiens une longévité qui est plus souhaitable qu'avec tel autre traitement. Mais en revanche, les qualis ne permettent pas de mesurer la valeur en soi d'une année de vie sauvée supplémentaire par rapport, par exemple, à d'autres consommations dans le champ extérieur de la santé. Ce qui n'est pas le cas des autres outils que nous utilisons en économie pour mesurer la valeur sociale de la longévité, que sont les mesures de disposition à payer. Alors, ces méthodes de disposition à payer, elles sont moins connues que les qualis, on en discute moins, parce qu'effectivement, elles sont moins utilisées en santé que dans d'autres secteurs, notamment le secteur des transports ou le secteur de l'environnement. Donc, en fait, ces méthodes, elles proposent d'évaluer la valeur de la longévité en s'appuyant sur le montant qu'une personne est prête à payer pour réduire la probabilité d'un décès. Donc, on va révéler ces valeurs au niveau individuel, et ensuite on va les agréger au niveau collectif, par exemple en faisant la moyenne. Il y a deux types de façons de procéder. Il y a les méthodes dites de préférence révélée et les méthodes d'évaluation contingente. Dans les préférences révélées, on va en fait révéler la valeur individuelle accordée à la longévité à partir des comportements des individus sur le marché. Donc par exemple, on a deux possibilités. On peut regarder les arbitrages que font les individus entre un revenu plus élevé en échange d'un travail risqué. Et on va regarder combien est-ce qu'un individu, en moyenne, en France, combien les individus sont prêts à accepter de primes de risque ou de surplus de revenus en échange d'un métier qui les expose à un risque d'accident du travail potentiellement mortel.
Ça, ce sont des méthodes qui sont aujourd'hui assez critiquées parce qu'on sait que pour que ces préférences révèlent réellement la valeur sociale de la longévité, il faudrait que les gens soient libres d'accepter ces métiers, ce qui n'est pas le cas, et il faudrait qu'ils soient parfaitement informés sur les risques auxquels ils sont exposés. Donc on ne va pas tellement utiliser ces méthodes-là concrètement aujourd'hui. En revanche, on va utiliser d'autres méthodes qui paraissent peut-être moins risquées, plus prudentes, et qui permettent en fait d'évaluer la valeur de la longévité en regardant le prix que les gens sont prêts à payer pour se protéger face à certains risques. Combien je suis prête à payer pour acheter un airbag supplémentaire, combien je suis prête à payer pour prendre un billet de train plutôt que de voyager en voiture. Et donc les économistes vont considérer que ces choix-là révèlent quelque chose de la valeur individuelle de la longévité. Alors il y a une autre famille de méthodes, et qui sont en fait plutôt celles qu'on utilise aujourd'hui, en tout cas qui nous intéressent, enfin qui sont plus fréquemment utilisées en économie de la santé, sont les méthodes dites d'évaluation contingente, dans lesquelles eh bien, on va interroger les individus sur leur disposition à payer pour éviter un décès, mais cette disposition à payer, elle est révélée dans un contexte hypothétique. C'est-à-dire qu'en fait, on mène des enquêtes en population générale, on leur présente des scénarios avec différents risques de décès, et on leur demande combien ils seraient prêts à payer pour allonger leur durée de vie ou réduire leur exposition au risque. Alors vous devez immédiatement penser que la valeur dépend du revenu des individus, c'est tout à fait juste, mais on peut mathématiquement corriger cet effet revenu pour essayer de déterminer la valeur qui révèle l'importance de la longévité par rapport à la satisfaction d'autres plaisirs grâce à d'autres consommations. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce sont ces méthodes-là qui ont été utilisées notamment pour déterminer en France ce qu'on appelle la valeur tutélaire de la vie. Qu'est-ce que c'est que la valeur tutélaire de la vie ? En fait, la valeur tutélaire, c'est la valeur que des administrations publiques s'accordent à utiliser pour juger la rentabilité d'un investissement. Et donc en France, on a eu un groupe de travail qui s'est réuni sous l'égide de France Stratégie, qui a publié un rapport très connu qui s'appelle le rapport Quinet, et qui a établi que conventionnellement, on s'accorde pour considérer que la valeur de la vie en France, c'est 3 millions d'euros. Cette valeur, elle a doublé, par exemple, en quelques années. Donc, à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à déterminer que lorsqu'on envisage de faire un investissement dans le cadre de politiques sociales, eh bien, sitôt qu'on a une intervention qui permet de sauver la vie d'un individu, eh bien, on peut aller jusqu'à 3 millions d'euros pour produire cette intervention, dès lors qu'elle sauve au moins une vie. Alors, ces auteurs, enfin ce type de valeur, elle s'appuie sur les résultats justement empiriques des études qui permettent de révéler les préférences individuelles grâce aux méthodes que j'ai utilisées, enfin que j'ai mentionnées. Alors, je voudrais juste en conclusion préciser 3 points et prendre quelques précautions. La première, c'est de préciser que ces valeurs sociales qu'estiment les économistes, elles sont censées et elles se présentent comme des valeurs positives, comme des valeurs neutres, conformément au cadre de la théorie en économie du bien-être. Pourquoi ? Parce que les économistes, en fait, ils fondent ces valeurs économiques, ces valeurs sociales, sur les préférences qu'ont les individus pour leur propre longévité. Donc ces valeurs-là, elles se distinguent de valeurs éthiques ou politiques de la longévité, dans lesquelles on pourrait prendre en compte non pas seulement notre préférence pour notre propre longévité, mais la préférence pour la longévité d'autrui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un économiste ne dit pas il est bien de dépenser moins de 3 millions d'euros pour un investissement social, ou il est mal de dépenser plus que 3 millions d'euros. Ce qu'un économiste dit, c'est que jusqu'à 3 millions d'euros, quand ça permet de sauver une vie, on est en situation de neutralité. Il n'y a pas de sacrifice de bien-être collectif. Après, si on veut dépenser plus que 3 millions d'euros, dans ces cas-là, c'est un choix de valeur qui est assumé pour des raisons éthiques ou politiques. Donc il me semble que c'est important de souligner de quel point de vue se place l'économiste lorsqu'il va discuter de ces valeurs sociales. Il est évident que cette neutralité, elle est tout à fait discutable. Le simple fait de proposer de fonder une décision politique sur une valeur neutre, une valeur positive, c'est déjà le fruit d'une histoire des sciences et d'une histoire politique. Et les méthodes qu'on utilise et la façon dont on conçoit la positivité, elle est elle aussi le fruit de cette histoire-là.
Mais la raison pour laquelle je souhaitais le présenter, c'est juste de dire de quel point de vue se place l'économiste lorsqu'il met en avant ces valeurs sociales. Il n'est pas en train de dire c'est moral de dépenser plus ou moins. Il apporte une information sur la façon dont les individus dans la collectivité jugent la valeur de leur longévité. Alors, deuxième précaution à prendre sont les questions de terminologie. Donc vous avez compris en fait que quand un économiste parle de valeurs sociales, de la longévité, en vérité ce qu'il entend, c'est l'agrégation des valeurs individuelles de la longévité. En revanche, on observe que dans les discours, y compris dans les discours des agences en charge de l'évaluation des technologies de santé, on voit de plus en plus apparaître cette notion de valeur sociale, entendue dans un autre sens, et qui renvoie là pour le coup à des questions de critères de décision normative extra-économiques. Et ça a notamment été des termes consacrés à la suite de la publication d'un rapport par le NICE. Donc le NICE, c'est l'équivalent de la Haute Autorité de Santé en France, donc c'est en Grande-Bretagne. Ils ont publié en 2008 un rapport qui s'appelle Social Values, qui est très connu. Et en fait, c'est un rapport dans lequel le NICE a rendu compte des prises de position d'un comité de citoyens, donc c'était des gens tirés au sort en population générale, à qui le NICE avait justement posé des questions normatives, considérant que lorsqu'on est dans le champ de la science, le NICE pouvait répondre, mais il y avait des questions qui, pour le coup, étaient normatives, et que là, c'était des choix sociaux. Donc les questions qui étaient posées à ce Citizen Council, c'était notamment, est-ce que la valeur d'un gain en santé, d'un QALY, dépend notamment de la situation? Est-ce qu'elle dépend de l'âge? Est-ce qu'elle dépend de la situation de fin de vie? Est-ce qu'elle dépend du statut de la maladie, s'il s'agit par exemple d'une maladie orpheline ou non? Donc là, on est vraiment dans un autre cadre que ce que envisagent les économistes lorsqu'ils parlent de valeurs sociales au sens d'agrégation des valeurs individuelles. Alors ce qui se passe, ce qui favorise l'ambiguïté, c'est qu'il y a assez peu de méthodes finalement pour aider ce type de comité à prendre des décisions normatives. Et donc du coup, il y a une tentation aujourd'hui des économistes d'utiliser les méthodes qu'ils ont sous la main, à savoir les méthodes de révélation des préférences, pour révéler non pas les préférences pour soi-même, mais les préférences pour autrui. Et donc on a vu apparaître un certain nombre de travaux d'économistes qui font des enquêtes en population générale pour révéler les valeurs sociales, cette fois-ci entendues au sens normatif, de la population. Donc par exemple, on va présenter des groupes de patients et on va dire, voilà, celui-ci a telle caractéristique, tel état de santé, telle gravité, telle espérance de vie, tel âge, et puis voilà tel autre, pour qui vous recommandez d'allouer les ressources. Et donc on va, pareil, utiliser l'arbitrage pour faire la synthèse des préférences, cette fois-ci, pour autrui des individus. Mais il faut avoir conscience que quand l'économiste fait ça, il sort de son cadre théorique, hein, et donc ça génère quand même une certaine confusion sur, du coup, le statut de son propos. Donc on a vu des enquêtes comme ça menées notamment en Grande-Bretagne et en Belgique. Le dernier point que je souhaitais préciser, c'est qu'il y a un sujet en fait qui reste ouvert en économie, et qui embarrasse en fait les économistes, je pense autant qu'ils nous embarrassent tous, c'est la question de la valeur de la longévité en fonction de l'âge. Il est vrai que certaines mesures les méthodes de mesure de la disposition à payer pourraient conduire à établir qu'on n'a pas la même disposition à payer pour l'année de vie en fonction de l'âge que l'on a. Mais même si ça s'appuie sur des éléments positifs, les économistes sont embarrassés parce que l'utilisation des méthodes de disposition à payer sur la longévité pose la question de la stabilité des préférences intertemporelles. À quel moment je vais poser la question aux individus de savoir la valeur de l'année de vie supplémentaire à 80 ans? Est-ce que je la pose quand il a 20 ans, quand il en a 60 ou quand il en a 80 ? Hein, sachant qu'en plus, les réponses ne vont pas forcément dans le sens que l'on pense, parce qu'on a par ailleurs montré le phénomène d'adaptation des préférences. Donc voilà, en raison de ces interrogations sur la stabilité des préférences intertemporelles, on reste quand même, en tant qu'économiste, embarrassé sur cette question-là. De la même façon, il y a une méthode d'estimation de la valeur sociale de la longévité que je ne vous ai pas présentée parce qu'elle est en fait pas utilisée en France, en tout cas en santé, justement parce qu'elle est jugée inacceptable socialement. C'est les méthodes dites de valorisation sur la base du capital humain. En fait, ces méthodes, elles consistent à valoriser, à attribuer la valeur de la longévité en fonction de la contribution de la vie de l'individu à la richesse nationale. Donc concrètement, ça consiste en fait à estimer la valeur de la vie à partir de la somme actualisée des revenus nets.
Sachant qu'on peut également prendre en compte des éléments de type non monétaire, c'est-à-dire la contribution sociale, ce n'est pas forcément une contribution économique monétaire, on pourrait prendre en compte également la contribution au titre du bénévolat, la contribution dans l'économie domestique, familiale, etc. Mais là encore, même en prenant en compte ces dimensions non monétaires, ce serait défavorable pour les personnes justement en situation de grand âge et de dépendance, parce que là, leur contribution peut même être négative. Donc, en raison du caractère extrêmement agéiste de ces méthodes, elles ne sont pas utilisées, ce qui montre que, là, en l'occurrence, il y a presque un parti pris éthique, y compris des économistes, qui ne vont pas mobiliser ces méthodes-là en raison de cette forte dimension agéiste. Enfin, il y a tout de même d'autres illustrations de cet embarras des économistes sur la question de la valeur de l'année de vie sauvée en fonction de l'âge. Notamment, je vous ai parlé du rapport Boiteux qui établit la valeur de la vie à 3 millions d'euros. Et je vous aurais noté que j'ai parlé de la valeur de la vie, je n'ai pas parlé de la valeur de l'année de vie. Et en fait, dans le rapport, il est intéressant de souligner que les auteurs eux-mêmes soulignent qu'en fait, ils ne sont pas... Enfin, ils sont embarrassés, ils ne sont pas en mesure de déduire de cette valeur de 3 millions d'euros pour la vie, une valeur de l'année de vie, parce que ça impliquerait de prendre position sur la question de la valeur de l'année de vie en fonction de l'âge. Et donc, du coup, c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas de valeur tutélaire en France sur la valeur de l'année de vie supplémentaire. Enfin, l'embarras des économistes sur cette question de la valeur de l'année de vie supplémentaire en fonction de l'âge est tout à fait éclairante et apparente dans les discussions autour du fair earnings. Donc c'est un modèle, enfin un argument qui consiste à considérer qu'on aurait tous le droit à une certaine durée de vie donnée, jugée raisonnable, et qu'on devrait allouer les ressources en priorité pour permettre à tous d'accéder à cet âge-là, mais qu'une fois passé cet âge-là, eh bien, on ne serait plus prioritaire parce qu'on aurait d'abord fait prévaloir l'objectif d'équité dans la répartition de ces durées de vie. Eh bien, c'est malgré une certaine cohérence de cet argument du point de vue, en tout cas, de certaines théories de justice, on n'envisage à peu près jamais de vraiment le concrétiser. On travaille sur ce sujet, notamment avec Paul Hou et un autre économiste, Jérôme Wiedvert. Et je vous avais d'ailleurs parlé rapidement déjà de ce sujet lors de ma dernière intervention l'an dernier. Donc il me semble que tous ces éléments-là montrent que cette question de la valeur de l'année de vie supplémentaire en fonction de l'âge, elle est tout à fait ouverte en fait en économie. Et voilà. Je vous remercie.